Partout où nous regardons dans l'univers, nous trouvons de l'ordre et de l'organisation. Des galaxies éloignées au plus profond de l'atome, nous apercevons des systèmes très ordonnés. Et d'une manière générale, notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que des systèmes ordonnés ne proviennent pas du hasard. Par exemple, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons ce genre de systèmes tout autour de nous. Les systèmes ferroviaires, les systèmes électriques, les systèmes électroniques, les systèmes d'éclairage, ainsi que les systèmes de tuyauterie constituent quelques exemples parmi tant d'autres. L'idée que tous ces systèmes se seraient créés par hasard ne viendrait même pas nous traverser l'esprit. Car, confronté à l'organisation complexe qui domine dans tous ces systèmes, notre raison reconnaît naturellement que le hasard ne peut pas être impliqué. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser la même chose d'un système aussi ordonné que l'univers? Prenez un tas de planchettes Kapla par exemple, et lancez-les vers le sol. Pensez-vous pouvoir obtenir par hasard une organisation bien structurée? Alors, n'est-il pas absurde de penser que la matière de l'univers qui s'est éparpillée dans le vide par hasard a pu créer une telle organisation? Ou bien imaginez une reproduction miniature du système solaire dont les planètes seraient représentées par des billes qui tourneraient grâce à un système compliqué d'engrenages et de courroies.
Depuis Darwin, cette logique est en revanche remise en cause par la théorie de l'évolution. Au XIXe siècle, le biologiste Charles Darwin avait émis l'hypothèse que les formes qui existent partout dans la nature pouvaient s'expliquer de manière naturelle sans faire appel à l'idée d'un créateur. Cette hypothèse de Charles Darwin donna ensuite naissance à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, tous les êtres vivants auraient évolué petit à petit, avec le temps, par de petites modifications successives, à l'aide de deux mécanismes naturels: les mutations génétiques et la sélection naturelle. Aucun créateur ne serait donc à l'origine des espèces vivantes, car ces deux mécanismes auraient le pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Alors, est-ce raisonnable de penser cela? La sélection naturelle est un processus simple qui stipule que les êtres vivants qui s'adaptent le mieux aux conditions naturelles de leur environnement vaincront et survivront, tandis que ceux qui n'y arrivent pas disparaîtront. Autrement dit, selon la théorie de l'évolution, la nature sélectionne naturellement les espèces les plus adaptées à leur environnement pour les faire survivre et sélectionne naturellement les espèces les moins adaptées à leur environnement pour les faire disparaître. Par exemple, si une gazelle court plus vite qu'une autre, elle échappera plus facilement à un guépard et aura plus de possibilités de survivre car elle aura été plus adaptée à son environnement. C'est ce qu'on appelle la survie du plus apte. Néanmoins, au fil du temps, il restera seulement des gazelles qui courent plus vite et aucune nouvelle espèce n'a
Par conséquent, le homard a la capacité de voir les images autour de lui sans que son œil tourne. Saviez-vous que des robots waterproof, utilisés dans des opérations de sauvetage, ont été créés en imitant un poisson tropical appelé le poisson-couteau? Car le poisson-couteau est connu pour sa manœuvrabilité hors du commun et une agilité digne d'un vrai acrobate. Avec sa nageoire tout en longueur, il arrive à se déplacer dans toutes les directions, aussi bien en avant qu'en arrière, ainsi qu'à la verticale, quasiment instantanément. Saviez-vous que l'avant d'un TGV japonais a été conçu en imitant le bec de l'oiseau martin-pêcheur? Car le bec du martin-pêcheur a une forme idéale pour une transition fluide de l'air à l'eau. Ce changement de pression de l'air à l'eau est similaire à celui qu'un train expérimente lorsqu'il quitte un tunnel. Les ingénieurs japonais ont donc décidé de reconstruire l'avant du train en reproduisant le design du bec du martin-pêcheur, ce qui a permis de réduire le bruit des trains, mais aussi leur consommation d'énergie de 15%. Saviez-vous aussi que la surface la plus imperméable qui existe a été créée avec des soies d'araignée? Et qu'une nouvelle technologie d'affichage a été créée en s'inspirant du système de réfléchissement de la lumière présent dans les ailes de certains papillons? N'y a-t-il donc pas dans la nature tant d'exemples qui devraient nous amener à réfléchir et à nous demander, est-ce raisonnable de penser que tout ceci soit le fruit de simples accidents? Et si on parle ici seulement du monde animal, alors, que dire de l'être humain et de son cerveau? Saviez-vous que le cerveau humain est plus complexe que n'importe quel ordinateur que nous avons créé? On nous présente, et on a bien raison de nous présenter par exemple le LEM, vous savez, qui arrive sur la Lune avec un ordinateur qui lui permet de calculer la distance qu'il sépare de la surface de la Lune, grâce auquel il va ralentir sa vitesse petit à petit jusqu'à ce qu'il arrive à la surface du sol lunaire en faisant quasiment du surplace, n'est-ce pas? Il y a donc un ordinateur qui règle la vitesse et un système de freinage. Il y a aussi un système directionnel, parce que si l'objectif qui est visé ici, si le LEM s'en écarte, il va y avoir des petites fusées latérales qui vont rétablir le mouvement. C'est une merveille. Mais nous qui faisons ça, nous avons à notre disposition cet ordinateur qui nous permet de régler la vitesse pour nous arrêter juste au but, qui nous permet de régler la direction pour ne pas nous écarter de la direction. Et ça, c'est un geste extrêmement simple. Mais nous faisons des choses terriblement compliquées à chaque instant et qui changent tout le temps. La complexité du cerveau et de certains membres du corps humain constitue sans doute l'une des objections les plus sérieuses à la théorie de l'évolution. Si sérieuse que même le cofondateur lui-même de la théorie de l'évolution le reconnaît. Son nom, Alfred Russel Wallace, le cofondateur de la théorie de l'évolution avec Darwin. 10 ans après la publication de l'origine des espèces, Alfred Russel